Bonjour à tous. Je vous remercie de l'attention que vous m'accordez à chaque fois. Et je fais le constat que à chaque intervention, le nombre de personnes qui me suivent augmente et ça me va droit au cœur. Alors parce que nous avons pour mission d'éclairer ou de dessiner l'échiquier politique du Cameroun pour pouvoir positionner chacun des acteurs dans cet échiquier politique pour que, en octobre 2025, les Camerounais puissent décider en toute connaissance de cause de choisir entre le bon grain et les vrais. C'est pour cela que, comme la dernière fois, pour positionner l'honorable Cabral Libri sur l'échiquier politique, nous avons commencé par reschématiser au niveau où nous sommes de la réflexion l'échiquier politique. Et c'est quand nous aurons fini de schématiser l'échiquier politique que nous pourrons positionner aujourd'hui le professeur Maurice Kamto. Alors, notre échiquier politique, nous l'avons dessiné à partir de 1972. La réflexion que nous avons menée jusqu'à présent a dégagé le fait qu'il existe un avant 1972 et un après 1972. Donc, l'année 1972 est une année importante de l'histoire contemporaine du Cameroun. Parce que le 9 mai 1972, le président Ahidjo propose aux Camerounais un projet de constitution. Le 20 mai 1972, un référendum est organisé pour décider de ce projet de constitution. Et le 2 juin 1972, le projet de constitution est adopté. Il est devenu la constitution du Cameroun de 1972. Cette constitution a quelque chose de particulier parce que la constitution forme un nouveau Cameroun. Le Cameroun qui va s'appuyer sur 4 piliers fondamentaux. Les 4 piliers fondamentaux que la constitution 72 donne se retrouvent in extenso parce que je vous ai dit que dans cette chaîne, nous n'allons pas chercher les documents inédits. Nous interprétons tous les documents. Nous analysons tous les documents qui sont disponibles. Dans le préambule de la Constitution, on peut noter 4 points fondamentaux qui caractérisent la révolution qui se produit en 1972. Les 4 points sont les suivants. Le premier, c'est le point qui définit la personnalité nationale du Cameroun. Et la personnalité nationale du Cameroun est composée des peuples, ou tout au moins le peuple camerounais accepte sa diversité culturelle et linguistique pour former une nation. Ça voulait dire que le Cameroun décide de se débarrasser de sa personnalité nationale, de tout ce qui est issu de la colonisation. Aucune trace de colonisation dans la vie, la personnalité nationale. C'est dans cette foulée que le mot fédéralisme s'en va. Parce que le mot fédéralisme est une trace indélébile de la colonisation. Parce qu'il y a un Cameroun occidental, un Cameroun oriental, qui sont tous les deux occidentales et orientales parce qu'ils ont été colonisés. Maintenant, il faut que le Cameroun revendique sa personnalité nationale, débarrassé de tout ce qui est colonisation. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point de cette révolution concerne les ressources naturelles. Le Cameroun décide d'exploiter lui-même ses ressources naturelles pour son bien. Voilà la deuxième révolution. Plus de personnes dans l'exploitation de nos ressources et nos ressources ne doivent profiter. Elles sont naturelles. Il n'y a pas que les ressources minières. Toutes les ressources naturelles doivent profiter au Cameroun. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le droit au développement. Le Camerounais revendique son droit au développement. Et ce développement sera fait par les Camerounais eux-mêmes, dans la nationalisation de la quête au développement, la recherche du développement. Et le quatrième point, le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est le respect de la souveraineté du Cameroun. Le Cameroun ne coopérera qu'avec qui respecte sa souveraineté. Voilà les 4 points qui fondent la révolution de 72. Et si quelqu'un est perspicace, il se rendra compte que ce discours est celui que
le Niger, le Burkina et le Mali prononcent aujourd'hui. Ça veut dire que le Cameroun a fait sa révolution, sa revendication d'indépendance et de souveraineté depuis 1972. À continuer le raisonnement, on se rend compte que ce sont les quatre piliers qui fondent le libéralisme communautaire. Cette idéologie que le président Biya est venu formaliser, les bases ont été posées en 1972 dans le préambule de la Constitution. Donc voilà ce qui apparaît en 1972, que j'ai appelé la force F1. Cette force F1, cette force du changement, est apparue en 1972. Et nous avons constaté qu'il est logique qu'en bousculant la France de ce pas, comme ça se passe au Sahel maintenant, en bousculant la France, elle va créer une force F2 qui a pour mission d'anéantir ce changement, qui a pour mission de neutraliser ce changement. Et c'est donc cette force F2 qui va mettre sur pied une stratégie que j'ai appelée dans mon livre « Les enjeux de l'élection présidentielle au Cameroun », le machiavélisme franc-maçon. En fait, pourquoi j'appelle ça le machiavélisme franc-maçon? Parce que le machiavélisme, faut-il le savoir, a pour élément de base le besoin du peuple. C'est le besoin du peuple, les actions du peuple qui fondent l'action du responsable, du président. Donc le peuple est un élément essentiel. Le président est à l'écoute du peuple, il va à la recherche de ce que le peuple dit et fait tout pour que ce que le peuple dit soit pris en compte et soit matérialisé. C'est ça la théorie machiavélienne essentielle, de base. Maintenant, quand on ajoute la dimension maçonnique, cette fois-là, c'est le chef lui-même qui invente le besoin du peuple, qui impose ce besoin au peuple et dit qu'il fait ça pour le peuple. Voilà la nuance avec le machiavélisme originel. Le machiavélisme originel écoute le vrai besoin du peuple, alors que le machiavélisme maçonnique, lui, impose au peuple un besoin et donne l'impression que c'est le besoin qui devient cet enjeu. Alors, pour mettre en place cette stratégie, l'Occident a fonctionné, on a déjà rappelé ça, à 3 étapes. La première étape, c'était celle du conditionnement mental. Le conditionnement mental consistait à borner les Camerounais à l'esprit que l'Occident est le modèle. Et pour cela, ils ont utilisé l'école, la presse et le système d'entraide internationale. Vous pouvez pas, ce n'est pas au hasard que le Cameroun va recevoir une école de journalisme en 70, l'école de journalisme international, parce que l'ECJ est restée école de journalisme interafricain jusqu'en 1982. Donc, la presse va jouer un rôle important parce qu'il faut cloisonner le mental. Ça, c'est le premier point de cette stratégie que l'Occident va mettre en place pour anéantir la force F. Le deuxième point, c'est purifier l'espace. Purifier l'espace, c'est-à-dire comme on va à la recherche de la pensée unique, comme on va à la recherche de la domination de la pensée de la personne qui gouverne, il va falloir débarrasser l'espace de toutes les pensées contraires. Alors cette deuxième phase est la phase de la pensée unique, la destruction. Et la troisième phase, celle qui schématise le Cameroun actuel, qui est le schéma de l'échiquier politique du Cameroun actuel, c'est la phase du retour à la case de départ, du retour à la pensée de départ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, et ça c'est le schéma actuel, le Cameroun, sur la scène politique camerounaise, la force F2 est entrée la force F1, celle de 72, est entrée en hibernation. C'est-à-dire que la force F2 a déjà réussi à l'écraser. La scène politique camerounaise est univoque. Nous avons une opposition de convenance, nous avons une société civile de convenance et un régime qui donne l'impression de faire des réformes sans les faire. Voilà l'échiquier politique. Donc, la scène politique est divisée en 3, mais c'est la même voie. La première voie, celle du régime, celle des personnes qui sont en place, sont remarquables par le sabotage, par le retardement, par l'inertie, donnent l'impression d'appliquer les réformes, ne les appliquent pas du tout. Et de l'autre côté, nous avons la société civile qu'ils ont fabriquée, l'opposition qu'ils ont fabriquée, et cette opposition a pour rôle
de crier haut et fort les mauvais résultats. Quand il crie haut et fort les mauvais résultats, exige le changement, mais avec interdiction de ne jamais aller interroger l'application des réformes. S'ils interrogent l'application des réformes, ils vont subir ce que le rédac subit, ils vont subir ce que le Cabral Libye subit et les autres opposants. Donc, voilà la scène politique camerounaise, comment nous l'avons décidé jusqu'à présent. Et c'est là-dedans que nous avons essayé de positionner le professeur Kanto. Parce que nous l'avons dit, nous sommes d'accord que toute l'opposition est une opposition de convenance. Mais ils n'y sont pas arrivés de la même façon. C'est pour ça que la coalition de l'opposition est impossible. Parce que les histoires et les itinéraires sont différents. L'itinéraire de l'honorable Cabral Libye que nous avons tracé la dernière fois, ou alors son positionnement, n'a rien à voir avec l'itinéraire du professeur Kanto. Parce que pour comprendre l'itinéraire du professeur Kanto, il faut mélanger les deux phases de la stratégie du machiavélisme franc-maçon. Le stade du conditionnement intellectuel et le stade de la destruction. Si nous commençons par le stade du conditionnement intellectuel, nous avons eu recours à un article brillant. Comme nous le disons toujours, nous n'allons pas à la recherche de documents inédits. Nous avons eu recours à un article que je peux qualifier de brillant, je me permets, parce que c'est un article qui nous éclaire sur la situation du Cameroun. L'article de Pierre-Fabien Côte sur le référendum de 1972. Alors, Pierre-Fabien Côte publie cet article en 1999 dans les cahiers du droit. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait remarquer, et nous avons dit que la méthode, elle est maçonnique, il y a une méthode qu'on appelle la délittéralisation. La délittéralisation, ça veut dire quoi? Faire accepter aux gens quelque chose qu'on a démontré nulle part, qui n'existe nulle part, qui n'est pas vérifiable. Par exemple, on dit aux gens que non, le meilleur moyen de gouverner, c'est la démocratie. La démocratie a fait ses preuves où? La démocratie existe où? Mais tout le monde est d'accord que c'est la démocratie. Ça, c'est l'exemple type de délittéralisation. Tout le monde est d'accord. Par exemple, tout le monde est d'accord que la prison permet de résoudre les problèmes. On ne regarde pas si la prison a diminué la criminalité. Non, on est d'accord que non. Quand il faut mettre en prison, ça permet de résoudre des problèmes. On est d'accord comme ça. C'est ça qu'on appelle la délittéralisation. On s'appuie, on appuie le raisonnement sur quelque chose qui n'a fait aucune preuve, mais tout le monde est d'accord que cette chose, elle est vérifiable, elle est d'accord, et quand on va vous insulter, on vous dit vous n'êtes pas démocrate, comme si être démocrate, c'était la meilleure des choses qui soit. Donc, ils ont appliqué cette délittéralisation à la destruction de 72. Donc, là, le premier objectif, c'était d'anéantir 72. Et pour anéantir 72, ils se sont entendus sur une chose. 72 était une révision constitutionnelle. Tous les intellectuels de l'époque se sont entendus, non, c'est une révision constitutionnelle. Et comme ça, le débat va porter sur la régularité de la révision constitutionnelle. Sur quoi s'appuie-t-il pour dire que c'est une révision constitutionnelle? Ils disent non, c'est la révision du 1er septembre 1961. Voilà la constitution de base. Et 1972 va devenir la modification de 1961. Comment cela se fait-il? Et du coup, beaucoup de journalistes, quand on parle de l'unité nationale, ils disent que non, le Cameroun occidental a décidé de s'unir au Cameroun oriental et ils forment un, et comme ça, c'est la révision constitutionnelle. Tous les intellectuels de l'époque, qu'il s'agisse d'Émile Mbanda, qu'il s'agisse de François Mbomé, qu'il s'agisse de Lekene Donfa, qu'il s'agisse de tous les Henri Mounzou et tout le reste, qu'il s'agisse d'Alain Didier Olinga, qu'il s'agisse de Roland Joseph, ils sont tous d'accord qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle. Et comme ça, ce qui les sépare donc, c'est que pour les uns, c'est une révision constitutionnelle régulière, pour les autres, elle était irrégulière, pour les autres, on est au milieu. Alors voilà le débat. Mais le débat conclut une chose, c'est que 72 n'est pas une date importante. 72 n'est pas important. La révision constitutionnelle, il avait dit de toutes les façons qu'il faut réécrire la constitution puisque c'est une simple révision constitutionnelle. On ne peut pas faire une constitution sans respecter les modalités de révision constitutionnelle. Voilà comment tout le système intellectuel camerounais est borné à l'idée que 1972 est une révision constitutionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'un intellectuel marque sa différence. Qu'un intellectuel sort du lot. Et cet intellectuel, c'était le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto apparaît, soutenu à l'époque par Gabriel Lep,
pour dire en quoi est-ce que 72 ne peut pas être une révision constitutionnelle. 72 n'est pas une révision constitutionnelle selon le professeur Maurice Kamto. Et il le démontre. Il le démontre en s'inspirant de ce que Fabien Cotte appelle le positivisme. La personne qui a le pouvoir, c'est le peuple. Ce n'est pas la Constitution. C'est le peuple qui donne le pouvoir à la Constitution, dit Maurice Kamto. Je ne suis pas constitutionnaliste, je reprends les termes de l'article et de la théorie du professeur Maurice Kamto. Alors, le peuple a été consulté en 1972 et a exercé ce qu'il a appelé le pouvoir constituant originel ex nihilo. Pour ceux qui ont fait le latin comme moi, ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Ça veut dire que le professeur Kamto soutient à ce moment-là que 72 reste une révolution. Et il s'appuie davantage sur la question posée par le président Ahidjo. Le président Ahidjo n'a pas posé une question relative à la forme de l'État. Il n'a pas posé une question relative à quoi que ce soit concernant les constitutions d'avant. Il est parti de rien. Il a demandé au peuple si le peuple accepte de former une nation. Et le peuple a dit oui à la nation. Ça veut dire que le professeur Kamto remet en surface la révolution de 72. Ça veut dire que le professeur Kamto remet sur la sellette pour le libéralisme communautaire. Ça veut dire que le professeur Kamto remet sur la sellette le président Ahidjo. Donc, le réel héritier intellectuel du président Ahidjo et du président Biya, ça devient le professeur Maurice Kamto. Alors, vous pouvez vous en douter qu'à ce moment-là, il s'inscrit en droite ligne dans le cœur du président Biya. Le président Biya considère que c'est Maurice Kamto qui fait vivre le Cameroun. C'est Maurice Kamto qui soutient la thèse. Donc, Maurice Kamto assure la résurrection de 1972. Voilà comment est-ce qu'il prend dans le cœur du président Biya la place du professeur Ouona. Parce que jusqu'à ce moment-là, partout où il y avait des réformes à faire, des lois à faire, c'est le professeur Ouona qui était envoyé. Qu'il s'agisse du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l'Éducation nationale, c'est le professeur Ouona qui était chargé, qui était l'homme du droit du président Biya. Mais avec cette métamorphose, le professeur Maurice Kamto devient, dans le cœur du président Biya, la personne du droit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui donne la faculté de droit, pour qu'il décloisonne l'esprit juridique du Cameroun. Et c'est comme ça que le professeur Kamto devient le doyen de la faculté de droit. Je crois que c'est dans les années 1999 qu'il devient doyen de la faculté de droit. C'est lui la référence en matière de constitution. C'est lui la référence du Cameroun en matière de constitution. Je me rappelle, je ne vais pas citer le nom d'un ministre, qui a écrit un livre et qui tenait à ce que le professeur Maurice Kamto soit le préfacier de cet ouvrage. Donc, voilà comment le professeur Maurice Kamto entre dans l'histoire du Cameroun. Au-delà du régime, mais il entre dans l'histoire du Cameroun. Et pour comprendre jusqu'où il est entré dans l'histoire du Cameroun, il faut repartir, redessiner l'histoire du régime du président Paul Biya. Parce que le régime du président Paul Biya est divisé en deux. Il y a avant 1996 et après 1996. 1996 marque une date importante. Pourquoi? 1996 marque une date importante parce que avant 1996, le président Biya se cherche. Il cherche à se positionner. On en a pour preuve qu'en 84, il fait une élection anticipée. En 88, il a fait 2 élections présidentielles anticipées pour s'affirmer, pour dire que je ne suis plus l'autre, je suis moi-même. Et que nous sommes à la période où on doit prendre notre destin en main. Comme disait notre artiste, prendre sa vie en main. Il veut prendre sa vie en main. Il tente en 84, ça n'a pas marché. Il a retenté en 88, ça n'a pas marché. Parce que, aussitôt après avoir fait l'élection anticipée de 88, nous entrons dans les émeutes. Nous entrons dans la crise totale. Et la crise s'achève normalement dans les années 96. Mais avant ça, il était obligé de faire 2 réformes. Et ces 2 réformes, c'était la réforme de la fonction publique, parce qu'il y a eu 2 coupes de salaire. Alors, ça a bougé du côté de la fonction publique. Il envoie le ministre Sali Daïro, qui va là-bas, et c'est comme ça qu'on sort la statut générale de 94.
Et puis, l'enseignement supérieur, ça bouge. Il envoie le procès de Titus pour la réforme de l'enseignement supérieur. Voilà les deux réformes qu'on peut mettre en dehors de 96 et 2004. Parce que presque toutes les réformes du Cameroun sont faites entre 96 et 2004. Et l'homme a tout fait. C'est le premier ministre Peter Mafani Moussouga. Celui qui connaît l'administration du Cameroun va se rendre compte que tous les textes du Cameroun sont signés entre 1996 et 2004. Et en 1996 et 2004, il y a donc des équipes qui sont à la primature et à la présidence de la République. À la primature, il y a même une structure chargée de la gouvernance que le professeur Joseph Dieudonné Oyounou dirige. Il y a chargé de la gouvernance c'est là la cheville ouvrière de la fabrication du Cameroun en 96-2004. Et en 2004, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler la Dream Team du président Biya, tous ceux qui étaient les seconds couteaux, qui ont travaillé en back-office pour que les textes entre 96 et 2004 sont signés, sont lâchés sur le terrain pour aller mettre en œuvre ces réformes. Donc, l'équipe qui doit bagarrer contre F2 est lâchée sur le terrain. F2, c'est la force qui doit nous ramener à avant 72. La force qui a développé la nouvelle stratégie. Et F1, c'est celle que le professeur Kamto a ressuscité, qui était presque mort, qui a travaillé donc entre 96 et 2004 en back-office et qui est lâchée sur le terrain en 2004. Elle est donc lâchée sur le terrain en 2004. Et je peux citer des noms au hasard. Vous voyez, Marafa Amidou Yaya part de la présidence pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est la première fois que la décentralisation arrive. La mission, c'est de mettre en place la décentralisation. Amama Benjamin entre à la fonction publique. Tous les textes de gestion des ressources humaines qui ont été signés entre 1999-2001, Amama, le ministre Amama doit les mettre en place. La loi d'orientation scolaire qui a été mise en place, les ministres de l'éducation, Bapes et Catherine Abena, doivent mettre en place. Catherine Abena, Bapes, Amana Dama et tout ça doivent mettre. C'est une équipe, c'est la Dream Team. De lui, Maria Bronco, nous vont aux affaires foncières. Toute la Dream Team se déverse sur le terrain. Et dans cette Dream Team, il y a Maurice Kamto. C'est les personnes sur lesquelles le président Biya veut, à partir desquelles le président Biya veut changer le Cameroun, veut mettre en place ce de quoi il a hérité de l'esprit 72. Et beaucoup de gens ont l'habitude de dire, non, il n'est que ministre délégué. Mais attention, il est le ministre délégué d'un vice-premier ministre. Parce que Amadou Ali est vice-premier ministre. Donc, il est dans le niveau du premier ministre. Non, le ministre délégué est au niveau du ministre. Ce n'est pas tout. Ce qui est plus important, c'est que depuis le régime de Biya en 82, c'est la première fois qu'un non-juriste est ministre de la Justice. Biya a trouvé, en 82-83, il a trouvé André Tsungui. Après André Tsungui, c'était Ngonga Wandji, ministre docteur d'État en droit. Après Ngonga Wandji, c'est Benjamin Itoé, magistrat. Après Benjamin Itoé, c'est Adolphe Moudiki, magistrat. Après Adolphe Moudiki, je crois c'est... après Adolphe Moudiki, c'est Douala Moutomé, avocat. Après Douala Moutomé, c'est Laurent Isso, magistrat. Après Laurent Isso, magistrat, c'est Robert Mbellambapé, magistrat. Et c'est à ce moment-là qu'un non-magistrat est ministre de la Justice. Et ce non-magistrat, c'est Amadou Ali. Mais le ministre délégué d'Amadou Ali, c'est professeur Maurice Kamto. Et si vous prêtez attention, continuons l'analyse, vous vous rendez compte que c'est pendant cette période que les deux grands textes qui gèrent la justice sont signés. Le code de procédure pénale est signé en 2007, c'est sous Maurice Kamto. L'organisation judiciaire du Cameroun est signée en 2006, c'est sous Maurice Kamto. Parce que Amadou Ali ne connaît rien du droit. Donc, la personne qui est garante du passage de la justice au pouvoir judiciaire au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, dans le gouvernement de 2004, il a un rôle aussi important que les Marafa Amidou Yaya, que les Bapes, que toute cette équipe de 2004. Et ils ont pour rôle de
transformer le Cameroun et de faire vivre l'esprit 72. Et quelque chose de grave ou de difficile va se produire en 2007. Nous allons y revenir la prochaine fois en 2007. Mais vous allez remarquer une chose. Toute l'équipe de 2004 va en prison. Tous les ministres de la Dream Team, Marafa Nduyaya, Inoni Ephraim, Bapes, Catherine Abena, Amana Gama, toute cette équipe ira en prison. Pour ceux qui ont le plus résisté, comme les Mbongo, parrainés par des gens, des caïds, ils iront en prison quand même après. Et dès que toute l'équipe de 2004 est allée en prison, l'opération Épervier s'est arrêtée. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas céder à la presse. Il ne faut pas céder à ce qu'on dit. Ce n'est pas un problème d'argent. Je viens de vous montrer que l'équipe de 2004, c'était l'équipe du changement. L'équipe de 2004, c'était l'équipe. Tous ceux qui étaient en 2004, soit ils ne sont plus jamais revenus au gouvernement, c'est le cas de Benjamin, Mama, du Maria Boronkono, Rémi Zemeka et les autres. Ils ne sont plus jamais revenus au gouvernement. Soit, pour ceux qui ont été pas très bien parrainés, ils sont tous allés en prison. Donc, en réalité, il faut aller chercher la propriété commune de ceux qui sont allés en prison ailleurs que dans l'argent. Parce que, pour l'argent, il y en a d'autres qui sont... Ce ne peut pas être l'argent. C'est qu'en 2004, tous sont allés en prison. Mais attendez. Et c'était le processus, c'était ça. Dès qu'on vous enlève du poste de ministre, quelques temps après, on vous arrête. Et voilà comment Maurice Kamto, qui ne veut pas se faire arrêter, ayant senti qu'il ne sera plus, par ces informations, qu'il ne sera plus ministre, a compris que lui aussi risque de passer à la trappe. Parce qu'effectivement, la force F2 avait repris la reine. La force F2 avait ressuscité par le mécanisme que je vais vous traduire une autre fois. En 2007, la force F2 réapparaît. Décide donc d'anéantir tous ceux de la force F1. Comme ça qu'ils vont en prison. Maurice Kamto s'entend donc qu'il peut aller en prison. Il se dit, ok, il va s'inspirer d'Adamou Ndamdouya. Parce que Adamou Ndamdouya était l'homme des réformes du président Ahidjo. C'est lui qui a créé l'IRIC. C'est lui qui est le premier des ministres de la réforme. Donc, il va s'inspirer de l'exemple d'Adamou Ndamdouya. Qu'est-ce qu'Adamou Ndamdouya a fait pour résister, pour être neutre? Non seulement il s'est d'abord contenté d'écrire ses livres, mais en plus il a créé un parti et s'est appuyé sur la tribu. Voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto intègre le MRC. En tant qu'homme politique, il se dit qu'il va être difficile de le garder en prison. Et maintenant, en s'appuyant sur une meute relativement tribale, il est sûr qu'il y aura deux éléments à contourner pour le mettre en prison. Et sur ça, il faut distinguer deux Maurice Kamto. Un Maurice Kamto d'avant 2018 et un Maurice Kamto d'après 2018. Avant 2018, il est animé de la rage de se venger parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à voir avec l'argent, ils veulent changer le Cameroun. Il est animé de cette rage, il va à l'élection en affrontant les problèmes en face. Mais il goûte à la prison. Il goûte à la prison. Il se rend compte que c'est pas facile. Il faut avoir fait la prison pour savoir que c'est pas facile quand il sort de prison. Il ne nous a jamais dit quelle est la clause qu'il y a eu entre lui et le gouvernement pour que le gouvernement libère l'état de siège qu'il y avait chez lui. Il ne nous a jamais dit. Il ne nous a jamais dit si l'arrestation d'Alain Fougué et de Bibou Nissa était le troc qu'il devait faire avec le régime. Il ne nous l'a jamais dit. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne s'intéresse plus aux choses de l'État. Le Maurice Kamto, d'après 2018, s'occupe des inscriptions, du code électoral, de sa propre campagne à lui, mais jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que juste à la sortie, il dit je ne vais plus aux élections. C'est-à-dire qu'il n'a plus envie, il savait, c'est un brillant intellectuel. Donc vous ne pouvez pas penser qu'aujourd'hui, j'entends les gens dire qu'il est incohérent. Non, il est très cohérent avec lui-même. Le MRC et la meute, c'est un bouclier pour lui. Et comme il a goûté à ce que veut dire, il a goûté la puissance de la force F2 qui est ambiante aujourd'hui,
Il s'est dit, non, je ne vais plus là-bas. Dans un premier temps, il décide de ne pas aller au législatif parce qu'il ne voulait plus être président. Donc, si moi, on me demande aujourd'hui, après cette analyse, qu'est-ce que je pense de la position de Maurice Kamto, je vous dirais qu'il n'a plus envie d'être président. Son problème, ce n'est pas d'être président. Mais son problème à lui, c'est de ne pas subir ce que ses collègues de 2004 ont subi. Et il est sûr qu'étant président du MRC, sous le paraclet du MRC et de la meute, il est sûr qu'il ne sera pas touché. Et comme il est sûr qu'il ne sera pas touché, il est tranquille. Parce que le 7 mai, je lui ai écrit, le 28 juin, je lui ai écrit, j'ai écrit à certains de ses conseillers pour lui dire, mais parlez des problèmes du Cameroun que vous connaissez mieux que quiconque. Vous connaissez mieux que quiconque des problèmes du Cameroun, pourquoi vous accompagnez ce qui se passe? Il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. Pour un intellectuel, ce n'est pas normal. Donc en réalité, moi, ma position, après analyse, c'est de soupçonner que le président, d'ailleurs il l'a dit, que le président de la République, ce n'est pas écrit sur ma face. Donc son problème à lui n'est plus d'être président. Donc voilà comment, moi, après analyse, je positionne le professeur Maurice Kamto sur l'échiquier national. Il fait partie de l'échiquier politique national. Il fait partie de l'opposition de convenance. En tant qu'opposition de convenance, il y est arrivé par son savoir, il n'a négocié avec personne. Mais maintenant, ce qu'il est en train de négocier, c'est sa liberté, c'est sa sécurité. Je crois que la prochaine fois, avec la même analyse, nous allons montrer comment est-ce que le Cameroun, si 2025 est mal négocié, arrivera inévitablement à l'implosion tribale. Si 2025 est mal négocié, le Cameroun n'a pas 10 ans pour arriver à l'implosion tribale totale. Et nous allons utiliser exactement le même raisonnement sans aller dans les secrets de Dieu, seulement en interprétant les textes. J'ai peut-être été long, mais le jeu en valait la chandelle. Je vous remercie.